Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Mathieu Lussmann. Nous sommes ici au titre avec mes collègues Pauline Vassallo et Sarah Véron qui se présenteront, représentants du comité éthique et scientifique de l'UNPS. Le comité éthique et scientifique de l'UNPS, c'est un espace de réflexion et qui peut être sollicité par tout le monde, par le monde associatif. C'est à un moment donné, on est tout le temps dans l'action, on dit tout le temps qu'il faut trouver des solutions. Je pense que les solutions, c'est important, mais aussi à un moment donné, c'est pour ça qu'on est là, je pense, il faut savoir se poser, prendre le temps de réfléchir ensemble et poser aussi le temps de se poser des questions qu'on n'a jamais le temps de se poser. C'était très intéressant, la conférence qu'on avait avant, où on sort un peu des chiffres. On a besoin des chiffres pour agir, on a besoin un peu de débattre ensemble pour réfléchir à notre façon d'agir. Alors, on relit souvent, et on l'a vu souvent, que le suicide est relié à l'isolement social. On a le sentiment qu'il existe une crise du lien social, une insécurité sociale. Et nous avons aussi tous en tête que le social joue un rôle important dans le suicide et que pour favoriser la prévention du suicide, il est important de renforcer le lien social. Alors moi, je suis sociologue, médecin généraliste, donc en tant que sociologue, médecin généraliste, c'est à la fois un peu de temps dans la théorie, mais ce que j'aime bien, c'est aussi être dans la pratique. Qu'est-ce que je fais avec cette idée-là, concrètement, quand j'ai face à quelqu'un qui ne va pas bien ? C'est une grande idée, mais qu'est-ce que ça veut dire, concrètement ? Comment on renforce le lien social ? Et cheminant, on s'est posé une question au comité éthique et scientifique, on s'est dit, pour être pratique, poser cette question, à partir de quand le lien social, la relation sociale est adaptée pour une santé mentale satisfaisante. Puis en discutant entre nous, et puis j'aime bien dire, il y a des gros mots là-dedans. Un gros mot, c'est un peu, je référence un peu aux enfants, qu'il y a des mots qui sont un peu compliqués à comprendre, des gros mots qui sont des concepts. Et là, si on regarde, il y en a plein de gros mots. Cette phrase, elle est faite plein de concepts. Le lien social, on en parle beaucoup, mais qu'est-ce que c'est ? Relation sociale, vous avez une définition claire à me donner, je suis preneur. La santé mentale, c'est important, mais ce n'est pas si simple que ça à définir. Et puis je dirais, il y a un dernier gros mot, et on a beaucoup discuté, satisfaisant. Au départ, on était parti sur bonne santé mentale, et puis on s'est dit que ce n'était pas forcément la bonne idée. Il y a plein d'injonctions derrière. C'est quoi la bonne santé mentale ? On s'est dit que c'était plus prudent de dire satisfaisant. Donc ces mots ne se comprennent pas facilement. Alors si on s'est dit, pour un peu introduire ce temps qu'on va partager ensemble, que si on voulait vraiment avoir une discussion pertinente, il fallait peut-être prendre un petit temps, un peu théorique, pas toujours facile. C'était fascinant, avec plein d'anecdotes, c'est plus intéressant, c'est bien de parler d'anecdotes. Et c'est vrai que je présente un peu la théorie, c'est un petit peu plus compliqué à présenter. Et surtout que quand on a creusé, voilà, je ne sais pas si ça fonctionne, j'ai dit, bon... Bon, alors je suis désolé, mais j'ai pris des photos de livres qui ne vont pas apparaître. Je ne sais pas pourquoi ça n'apparaît pas. Tu sais, Hervé, ou pas du tout ? Non. Bon, tant pis. Voilà, je voulais présenter des bouquins pour montrer à quel point il y avait beaucoup de choses à dire. Mathieu ? Oui ? En fait, on projette juste ce que tu nous as donné en PowerPoint. Hein. Ah bon, et il n'y a pas les... Bon, c'est toi qui pilotes ton PowerPoint. La technique, la technique, vous travaillez un peu toujours. C'est pas grave. Je vous dirai le nom des livres comme ça. Voilà. Alors, donc on s'est dit, on a creusé. Et en creusant, j'ai cherché des bouquins. Et il y a un bouquin qui est très intéressant, sur santé mentale, que je voulais vous présenter en diapo, et société, d'Anne Novell. Et donc, il y a un petit bouquin de 200 pages pour définir la santé mentale. Donc, présenter ça en 5 minutes, c'est compliqué. Et c'est des termes complexes, en plus, qui ont plusieurs facettes. Et donc, je vais faire ici qu'esquisser un petit peu le débat, vous donner envie d'aller lire un peu ces ouvrages. Alors, effectivement, si je commence en premier par la santé mentale, dans cet ouvrage d'Anne Novell, elle dit qu'il y a plusieurs définitions et qu'aucune fait vraiment consensus. Vous avez une définition que j'ai reprise, je pense que vous la connaissez sûrement, c'est la définition de l'OMS. La santé mentale est un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés de la vie, de travailler avec succès et de manière productive, et d'être en mesure d'apporter une contribution à la communauté. Waouh, je ne sais pas comment vous êtes. Et je me dis, le problème, c'est que je vous propose
pour définir un concept pas clair, plein de concepts qui ne sont pas beaucoup plus clairs que ça, et que moi, en tant que médecin, quand je suis face au patient, le bien-être, oui, c'est facile. Réaliser son potentiel, très simple. Difficulté de la vie, c'est plus simple à voir. Ça, c'est au moins un critère qu'on peut voir assez facilement. Travailler avec succès, on peut voir un petit peu, mais voilà. Il faut être productif en plus, donc on voit bien un côté un petit peu injonctif derrière tout ça. Il faut apporter une contribution à la communauté. On verra un petit peu, si je souligne un peu ces mots, je crois qu'il pose un peu question. Et en lisant un peu le livre, je me suis dit que peut-être qu'on comprend mieux la santé mentale à travers son impact dans la société, dans nos vies. Ce qui me paraît important avec la santé mentale, qui est un concept qui émerge dans les années 1950 et qui prend de l'ampleur dans les années récentes, 90-2000, c'est de comprendre que c'est un tournant. Parce que ça rompt avec l'approche psychiatrique classique. Il n'est plus une question uniquement de maladie, de guérison, de traitement. Tout se passe plus complètement à l'hôpital. On sort un peu de l'hôpital, même beaucoup. La santé mentale recouvre un champ beaucoup plus large. Il s'agit de tendre vers le bien-être. Un bien-être, alors on décline, donc c'est déjà un peu plus intéressant, on précise les choses, physique, émotionnel, psychologique, social. Il s'agit de s'accomplir, de s'épanouir, d'avoir la possibilité d'étudier, de travailler, d'échanger avec les autres, de donner du sens à sa vie, d'être en mesure de mobiliser des ressources pour faire face aux épreuves de la vie quotidienne. On précise un petit peu, mais ça paraît toujours un peu flou. Mais par contre, je trouve que l'important, à travers ces concepts flous, c'est que ça nous change notre regard. C'est-à-dire qu'on ne regarde plus les choses de la même manière. Et il y a donc ici l'idée que tout le monde peut être confronté, à un moment ou à un autre, à une forme de souffrance psychologique, sans que ça soit une pathologie mentale. On est tous concernés. Ça change vraiment, il n'y a plus une séparation entre les gens, les pathologies psychiatriques et les autres. C'est ça que cette absence de rupture est importante. Donc on peut voir dans la santé mentale un continuum qui va de la santé mentale positive, il faut discuter ce que ça veut dire positif, c'est un mot important qu'on retrouve assez souvent, la détresse psychique réactionnelle et aussi aux troubles psychiatriques. Alors il y a aussi l'idée qui me paraît importante à souligner, c'est que derrière la santé mentale, il y a un petit changement dans le soin, dans la façon de penser la relation soignant-soigné. Elle propose aussi, la santé mentale, une conception dynamique du trouble psychique. Ce n'est pas figé, on n'est pas étiqueté juste pathologie. Et ça, je pense que ça nous fait profondément changer les choses. Et puis aussi, je pense que c'est important, ça nous incite à voir plus un malade, plus un patient, mais à voir une personne, un acteur de son soin. Ça, je pense que c'est quelque chose de très important. Et donc, elle place le sujet dans une dynamique de rétablissement possible. Et elle met la personne au cœur du soin. Alors après, il y a la théorie et la pratique. Alors, si on joue un petit peu la question, parce que je ne peux pas décliner tous les concepts un peu compliqués mis dans la question de la santé mentale, on va effectivement focaliser un petit peu sur le côté lien social. Ils apparaissent assez rapidement dans la définition. On voit qu'il faut travailler avec succès, de manière productive, et d'être en mesure d'apporter une contribution à la communauté. Donc, on voit bien la place du social, du lien social dans les questions de la santé mentale. Et pour un auteur comme Corey Case, il faut un peu décliner pour donner du sens, de la chair à ces concepts-là. Alors, vous allez voir, je trouve ça assez amusant, il décline, il construit un modèle, mais c'est pareil. Vous allez voir, si j'avance. Voilà, alors voilà comment il va décliner la santé mentale, enfin le lien entre santé mentale et lien social. Il va le décliner en intégration sociale, contribution sociale, cohérence sociale, acceptation sociale, ritualisation sociale. Ce n'est pas non plus beaucoup plus clair. Par contre, effectivement, il va poser une hypothèse qui est qu'une bonne santé mentale favorise des interactions sociales positives, on revient sur le mot positif, ce que l'on pourrait discuter, et tandis que les liens sociaux nourrissent le bien-être individuel. Alors, pour revenir avec ces concepts, derrière l'intégration sociale, on peut voir le fait d'appartenir à un groupe, une communauté, de ne pas être isolé. Et Dieu sait que l'isolement est important. Après, on pourrait débattre l'isolement ou solitude, parce que des fois, la solitude peut aussi être choisie. Donc, on pourrait aussi débattre de ça. Apporter quelque chose à la société, être en accord avec les normes de la société, avoir une vision positive de la société, s'adapter, avoir de l'espoir. Alors, ce qu'on voit derrière tout ça, ça je reprends les idées développées par cet auteur, c'est quand même, on s'aperçoit assez rapidement que derrière ces concepts, ils ne sont pas neutres. Il y a des normes, des valeurs. Et là, il y a un problème, si on veut réfléchir un petit peu, c'est, mais qui définit ces normes? Où on les définit? Et on nous parle du lien social, comme si le lien social était une évidence. Mais, encore une fois, qu'est-ce que le lien social?
J'ai mon bouquin, donc je suis content. Je n'ai pas le premier bouquin qui n'est pas passé, mais j'ai le second. Alors, je trouve passionnant ce bouquin. C'est un petit que sèche. C'est bien que ça, ils ne sont pas très longs. Et on permet un peu de rentrer, d'ouvrir la porte, cette espèce de boîte noire qui est le lien social. Alors, on a une définition. Le lien social désigne l'ensemble des relations qui unissent des individus faisant partie d'un même groupe social et ou qui établissent des règles sociales entre individus ou groupes sociaux différents. Pareil, dans la pratique, cette définition, c'est pas simple. Et c'est pour ça que c'était intéressant d'entrer dans ce livre-là. Et il y a une idée forte qui m'est apparue, deux idées fortes qui sont apparues assez rapidement. C'est qu'il n'existe pas un lien social abstrait. Ça n'a finalement pas grand sens. C'est qu'on en définisse, il y a des liens sociaux. Et quand on passe de l'idée d'un lien social à des liens sociaux, on rentre dans des trucs un petit peu plus pratiques. Et puis on s'aperçoit que les liens sociaux jouent des rôles importants, qui sont des rôles de reconnaissance, de protection. Et ces rôles de reconnaissance et de protection, c'est important parce qu'on voit très concrètement de quelle manière il peut jouer un rôle pour prévenir le suicide. Mais là où c'est compliqué, c'est que si le lien social a un côté positif, on oublie un peu trop, parce qu'on est là, il faut positif, nanana. Bah oui, mais le lien social, il peut être enfermant, il peut être stigmatisant, il peut être étiquetant, il peut être aliénant, il peut être toxique. Donc c'est quand même important de voir le lien social ouvrir dans toute sa complexité, de le montrer sur ces deux facettes. Et donc là aussi où j'ai trouvé l'apport de Serge Pogam intéressant, c'est qu'il va définir des types de liens sociaux. Donc il y a un premier type de lien social qu'il définit, c'est le lien de filiation. La famille, j'ai envie de dire la famille avant tout. La famille avant tout, c'est quel type de lien social? C'est un attachement contraint, fort. On n'a pas la liberté de sa famille, on n'a pas de choix, on ne choisit pas. C'est un lien qu'on trouve au berceau, à la naissance. C'est aussi, à travers ce type de lien, le lien de filiation, notre socialisation primaire, nos grandes références. C'est là que nous apprenons nos valeurs, nos principes, et que se construit aussi la confiance en soi, l'estime de soi. Donc vous voyez très bien que c'est un lien extrêmement fort. C'est aussi un lien institutionnalisé, réglementé. On ne fait pas ce qu'on veut au sein de la famille. Et puis, comme on va parler un petit peu, et Sarah et Pauline vont revenir, que le lien social, ça peut se rompre, ça peut se renforcer. Quand on voit ce type de lien social, il est difficile à briser. On peut parfois haïr sa famille. Hein, je ne sais pas si certains ont lu Boris Vian, « Famille, je vous hais ». Mais quelque part, on y revient toujours. Il y a vraiment quelque chose de très, très fort. On peut se fâcher, on peut s'engueuler en famille, mais il est très rare que ce lien social se brise. Et il a souvent, si on revient un peu historiquement, c'est un lien qui a été une trame sociale très importante dans l'histoire. Il y a un deuxième type de lien que propose Serge Pogam, c'est le lien... Voilà. Ah, je l'ai là. Voilà. Je ne suis pas très adroit avec la technique. Voilà. Alors, le lien de participation élective, évidemment, on pense aux amis, c'est le truc important, mais il y a aussi tous les groupes d'affiliation qu'on choisit, les groupes religieux, les groupes politiques, culturels, loisirs. Donc, on voit bien que ce n'est pas typiquement le même lien, et la différence fondamentale, c'est qu'il y a une forme d'attachement non contraint. C'est un lien qu'on choisit. C'est un réseau construit par l'acteur, selon ses désirs, sa liberté, son autonomie, son indépendance, et à partir duquel il construit sa personnalité. On voit bien que ce n'est pas du tout le même type de lien. Et cette amitié, elle va supposer, et là on rentre dans le concret du lien, de la confiance, de la franchise, de la sincérité, de l'honnêteté, de l'absence d'intérêt. On voit bien que derrière tout ça, il se passe plein de choses. Et aussi, on peut compter sur la famille, mais il y a presque... L'ami, c'est aussi... Enfin, le meilleur ami, mais l'ami, c'est quelqu'un sur qui on peut compter de manière absolue, à qui on peut téléphoner à 3h du matin, qui sera là pour nous et qu'on a choisi. Alors, par rapport au lien de filiation, il est peu institutionnalisé. Mais par contre, il est socialement reconnu et valorisé. Et je vous renvoie à Facebook et compagnie. Et il y a une anecdote que j'ai vue au temps de Robespierre, au temps de la Révolution. On déclarait ses amis. Donc on voit vraiment que ça nous travaille l'amitié, que l'amitié s'est transformée après la Révolution française. Alors, on voit que c'est un lien, par contre, facile à briser. Donc moi, je trouve que parallèle à faire entre un lien... Bon, je suis presque à la... Voilà. J'ai fini les trucs, mais je suis presque à la fin. Alors, il peut être source de trahison. Alors, il y a un lien de participation organique. On voit bien, c'est l'école, l'université, le travail, mais aussi le voisinage. C'est une forme d'attachement choisi sans être vraiment choisi. On choisit son travail, mais on ne choisit pas les personnes avec qui on travaille. Ce lien est important parce qu'il nous donne un statut, une position sociale, une source d'utilité, une reconnaissance. Il peut être un facteur d'épanouissement, mais aussi de frustration et de souffrance.
C'est un lien institutionnel fort, mais un lien interpersonnel faible, et je dirais moyennement facile à briser. Et un autre lien qu'on a tendance à oublier, c'est le lien de citoyenneté, le principe d'appartenance à la nation. Attachement institutionnel, il est censé transcender tous les clivages. Il donne accès à la reconnaissance, aux droits et à des devoirs. Mais il n'y a pas forcément égalité économique ni sociale. Le lien de référence est très difficile à briser. Alors, ces 4 types de liens sont complémentaires et constituent le tissu social qui enveloppe l'individu, la trame sociale dans laquelle s'inscrivent les relations interpersonnelles. Ce lien social apparaît à la fois étayant, mais il peut être aussi aliénant et source de souffrance. Le rompre, et c'est là que c'est important, n'est pas forcément mal en soi. Il peut même être positif, comme dans le détachement par rapport aux parents. Il est nécessaire de se détacher pour grandir. Il ne faut donc pas envisager la rupture du lien que sur le côté négatif, mais il faut aussi éviter de glorifier l'individu, le libérer de toute contrainte, capable de renouer à tout moment un lien perdu. L'autonomie peut s'accompagner de fragilités spécifiques. Elle existe des individus qu'ils soient forts, capables de trouver en eux-mêmes ou dans leur entourage les ressources pour faire face aux épreuves de la vie. Elle peut aussi, pour effet, d'abandonner les individus les plus défavorisés. Et j'arrive à la dernière partie. Il n'y a plus qu'une demi-feuille. Alors, un point important aussi, il faut comprendre que le lien social se décline différemment en fonction de la société dans laquelle nous vivons. Pour Alain Ehrenberg, qui a écrit un bouquin très intéressant, La fatigue d'être soi, nous vivons dans une société particulière, une société d'individus. Nous nous sommes émancipés. L'idéal moderne fait de l'homme le propriétaire de lui-même. La modernité a fait de nous des hommes sans guide, nous incitant à juger par nous-mêmes et à construire nos propres repères. Ce qui est valorisé, ce n'est plus l'obéissance disciplinaire, mais l'initiative personnelle et le projet. Et pour agir, il faut s'appuyer sur nos ressorts internes, nos compétences mentales. La personne est davantage libre, mais aussi davantage responsable. Elle est aussi donc plus souvent confrontée au risque de dépression. Alors, la relation sociale, alors si quelque part il était important de dire aussi la relation sociale, c'est que le lien social, c'est le cadre général, mais ça ne définit pas la relation interpersonnelle. La relation sociale désigne les interactions entre les individus au sein d'une communauté. Elle englobe une multitude d'échanges, que ce soit à travers des interactions informelles ou des relations plus formelles et plus organisées. Derrière la relation sociale, on voit bien qu'il y a des enjeux complexes, des fois de domination, de coopération, de collaboration. C'est pas simple non plus d'interagir. Et vous savez tous, pour ceux qui font d'écoute, que créer un lien, écouter, c'est pas si simple que ça. Alors, pour conclure cette courte présentation théorique, trop longue, comme tous les concepts, lien social, santé mentale, relations sociales sont complexes et ils s'appuient sur des non-dits, des normes et des valeurs non exprimées. Derrière les concepts de santé mentale, de lien social et de relations sociales, il existe des formes d'idéologie. Notre idée de la santé mentale peut varier en fonction des cultures. Elle peut être liée par exemple à une vision particulière de l'autonomie, de la maîtrise de soi, ou être une injonction à la responsabilité. La santé mentale est aussi une manière de concevoir la vie et d'agir en société. Elle peut être source de dérives, surtout si elle n'est pas l'objet de débats et si elle ne s'inscrit pas dans une logique normative. Alors, un petit bouquin où on pourrait discuter, c'est La santé mentale vers un bonheur sous contrôle. Et ma dernière phrase, c'est que si on veut rentrer dans le côté pratique des choses, j'aime bien donner la définition de la collaboration. C'est être connu, être reconnu, créer une relation de confiance, pouvoir tout dire, savoir négocier, construire des sujets communs et définir des règles communes et être réflexif. Et je passe la parole à mes très chers collègues. Ça marche? Oui, ça marche. Bonjour, donc je suis Pauline Vassalo, je suis père aidante en santé mentale. Alors pour ceux qui savent, tant mieux. Pour les autres, ça veut dire que j'ai un trouble psychique. Je vis avec un trouble psychique depuis un peu plus de 20 ans et j'ai décidé de me former pour pouvoir utiliser mon expérience de mon parcours de vie, de soins et de rétablissement pour accompagner des personnes qui elles-mêmes sont en souffrance psychique. Je suis membre du comité éthique et scientifique de l'UNPS et j'ai créé une association qui propose de l'accompagnement en père aidance, mais on propose aussi de l'accompagnement pour les structures sanitaires et médico-sociales qui souhaitent favoriser l'autodétermination des personnes qu'elles accompagnent. Et il y a du boulot. Ceci dit, j'avais envie, quand on m'a parlé de parler de lien social, la première chose qui m'est venue, c'est le lien social, oui, mais pas à n'importe quel prix. Le lien social, il est des fois important, mais des fois, il est aussi profondément délétère.
Et je pense que c'est vraiment important d'en tenir compte, à la fois par sa valorisation, parce qu'aujourd'hui, l'importance d'avoir un réseau social est extrêmement valorisée. Je prendrai pour exemple, j'ai fait longtemps de la correspondance à détenus, et plus les détenus reçoivent du courrier, plus ils sont valorisés. Donc on montre bien combien c'est important pour l'intégration de montrer qu'on a des gens autour de soi. Malheureusement, des fois, ça pousse les personnes à avoir des liens dans lesquels ils ne se retrouvent pas, dans lesquels ils ne sont pas eux, dans lesquels ils subissent, mais qu'ils se sentent obligés d'avoir. Je prends pour exemple les collègues de travail avec lesquels on se sent parfois obligé d'aller boire un verre, sans que pour autant on ait la moindre envie de partager quoi que ce soit en dehors du travail avec ces personnes. Pour autant, on sera forcément mal vu si on ne le fait pas, surtout si tout le monde le fait. Et on a peut-être plus envie d'être chez soi tranquille avec un bouquin plutôt que d'aller se retrouver dans un bar dans lequel on n'a pas envie d'être. Voire même, si on pousse, de consommer de l'alcool pour pouvoir se sentir bien et donc de prendre des risques. Tout ça pour favoriser un lien social dont on ne veut pas. Donc voilà, pour dire à quel point le lien social peut parfois être plus délétère qu'autre chose. Je pense aussi à la famille. La famille peut être un soutien, la famille peut être une ressource, la famille peut être aussi la source de nombreux problèmes. La famille peut être toxique, maltraitante. Et ça, c'est l'importance de la famille, oui, mais dans les deux sens. La famille a un impact très fort sur qui on est, dans le bon et dans le mauvais sens. Et ça marche exactement de la même manière avec le travail. J'ai un problème avec le travail, je crois. Mais le travail est aussi un environnement social qu'on subit souvent. Et malheureusement, ça implique parfois de la souffrance au travail. On valorise dans la définition de la santé mentale par l'OMS la productivité, mais la productivité peut souvent conduire à la souffrance. Et je vais laisser la parole à Sarah pour enchaîner. Je vois que le temps file. On s'était dit, on fait des petits allers-retours comme ça. Je vais essayer de... donc Sarah Véron, je suis metteuse en scène au Théâtre du Chaos depuis un peu plus d'une vingtaine d'années. Et notamment, on intervient avec le théâtre sur un axe de travail qui est théâtre et santé. Et on a beaucoup travaillé notamment sur la santé mentale, puisque depuis 1997, on travaille sur la prévention du suicide, que ce soit avec les jeunes ou avec d'autres publics. Sur cette question du lien, moi, ce qui me vient, c'est à la fois la notion d'attachement. Et donc, si on entend attachement, on entend aussi détachement. Et la sensation que plus l'attachement est fort, plus le détachement est difficile. Et quand tu parles de vulnérabilité, on a entendu parler de compétences psychosociales pour renforcer effectivement à la fois la confiance, l'estime de soi et peut-être réduire ces vulnérabilités. On a quand même effectivement ces liens toxiques qui apparaissent, ces liens de dépendance qui sont extrêmement néfastes. Je m'interroge aussi sur la notion de communication et d'échange dans cette question du lien. Quelle communication? Quelle est la qualité de communication ou la quantité ou qualité et quantité d'échanges qu'on pourrait interroger par rapport à ça? J'ai le souvenir d'une étude qu'on avait faite suite à une action en région Centre et Île-de-France avec l'ARS. À l'époque, ça ne s'appelait pas l'ARS. Sur 4000 jeunes, sur cette question de prévention du suicide, après avoir vu la pièce sur une évaluation, on avait à peu près 80% qui déclaraient se sentir bien. Et puis 20% qui allaient plutôt mal. Et dans ces 20%, il y en avait 12% qui déclaraient aller très mal. Il y avait une petite question qui était « Est-ce que tu te sens seul ?» Et ça allait jusqu'à presque trop entouré. Et on avait effectivement certains jeunes qui allaient très très mal et qui cochaient trop entouré, très entouré. Donc c'est aussi intéressant de se dire qu'effectivement parfois il peut y avoir un lien qui est très très fort mais qui en fait qui est trop lourd pour les jeunes. Et ce qui revient aussi souvent, c'est la question du jugement qui altère en fait le lien ou la capacité de communiquer avec. Et je pense effectivement dans ces relations parents-enfants, je me souviens d'un... Alors,
par enfant. Là, il était un peu plus avancé. On est intervenu en milieu pénitentiaire. Et donc, un jeune qui était là, présent, à l'issue de la pièce, on a un temps d'échange entre nous. Il vient me voir et me dit, vous savez, ma mère, elle est formidable. Elle est formidable, elle est dans une association, elle est investie, elle fait énormément de choses pour les gens. C'est fantastique. Et il y a un temps, et il dit, sauf que ma mère, elle ne s'est jamais occupée de moi. Un autre exemple, on est dans un établissement scolaire, dans un lycée agricole, et une jeune fille, Laurine, décide de jouer le rôle de la mère de Muriel. Muriel, qui, dans la pièce, fait une tentative de suicide. Le principe, c'est on joue la pièce, et ensuite les spectateurs réagissent et peuvent venir sur scène jouer avec les comédiens leurs propositions. Donc c'est intéressant parce qu'il se crée à ce moment-là un lien totalement fictif. Ils ne se connaissent pas. Simplement, l'un va choisir un lien qu'il va inventer. Il va dire « je ne suis plus l'élève de cet établissement, je deviens la mère de la jeune fille ». Et puis la comédienne elle devient la fille de cette jeune fille qui devient sa mère. Vous me suivez ? Alors, elles parlent toutes les deux et elle essaye effectivement de recréer un dialogue avec Muriel, Laurine, qui joue la mère. Et à l'issue de cette scène, après le déjeuner, l'infirmière vient me voir et me dit « Tu sais, Laurine, qui est venue jouer tout à l'heure, elle est venue me voir ce midi. Elle m'a dit « Tous les matins, quand je traverse la Nationale, je voudrais me jeter sous un camion. Et là, je pense que ce soir, je vais pouvoir parler à ma mère. » Donc il faut que j'enchaîne après ça, d'accord. Ok, merci Sarah. J'avais envie de vous parler de l'importance du lien entre pairs. En tant que père aidante, ça aurait été malvenu que je ne le fasse pas, je pense. D'abord, vous dire d'où je parle. Donc, j'ai un trouble psychique, mais je suis aussi concernée par le suicide, à la fois parce que j'ai tenté de me suicider un certain nombre de fois, et à la fois parce que j'ai perdu des proches dans ma famille par suicide, des proches très proches. Voilà, donc quand je parle de la parole entre pairs, je parle à la fois de la santé mentale, mais aussi de cette question du suicide. Et la première chose qui me vient, c'est à quel point c'est important de pouvoir échanger avec des personnes qui ont vécu des choses similaires, parce qu'il y a un espace de disabilité qu'on retrouve nulle part ailleurs. Il y a des mots qu'on peut poser, il n'y a pas de honte, il n'y a pas de crainte. Et on peut nommer des choses qu'on peut rarement nommer. Alors, je décide de le faire là et je le fais régulièrement parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez. Mais il y a plein de tabous derrière le suicide. Il y a la culpabilité, on en parle beaucoup, mais il y a aussi le soulagement. Et ça, on n'en parle pas du tout. Oui, on peut être à la fois terrassé par la mort d'un proche et en même temps en être soulagé. Et ça, pour l'instant, j'ai encore trouvé personne qui en parlait, mais je continue de chercher. Mais voilà, en tout cas, l'espace entre pairs va permettre de pouvoir dire ces choses qu'on ne peut pas forcément dire ailleurs. Et ça peut aussi permettre de rompre l'isolement qu'on peut ressentir quand on se retrouve face à une chose aussi bouleversante, aussi déstabilisante. Donc je chéris de tout mon cœur l'entraide entre pairs, qu'elle soit professionnelle, qu'elle ne le soit pas, qu'elle soit formelle, qu'elle ne le soit pas, ça n'a pas d'importance. Mais pouvoir échanger avec des personnes qui, à un moment ou à un autre, ont eu une similarité dans notre parcours, ça fait sens dans la reconstruction et c'est vraiment très important. Je rajouterai juste hyper vite un truc sur le lien social au-delà de ce qu'on appelle maintenant le présentiel. On a souvent tendance à survaloriser le fait d'être en échange en se voyant, mais on oublie aussi tout ce qui relève du distanciel et même du virtuel, qui peut parfois être plus accessible pour certaines personnes dans leur parcours à un moment T, parce qu'ils sont loin du soin, parce qu'ils sont loin des grandes villes où il y a les associations, ou aussi parce qu'ils n'arrivent pas à sortir de chez eux. Et de pouvoir proposer un accompagnement sous cette forme-là, c'est aussi un outil différent. Moi, j'ai commencé à faire des accompagnements distanciels pendant le confinement. Se sont révélées des choses que je n'aurais jamais soupçonnées. Au téléphone, on dit des choses qu'on ne dit pas en face. Et vraiment, aujourd'hui, c'est
la majorité de mes accompagnements se font en distanciel et j'y ai vraiment trouvé une richesse que je n'avais pas trouvée autrement. Donc je pense qu'il est vraiment important d'investir tous les terrains. Merci. Pour finir, sur la question de liens fictifs dont je vous parlais tout à l'heure, de liens éphémères, ces liens situationnels dont je parlais, ça peut amener parfois, effectivement, dans un exemple que j'ai là récent sur une thématique autour du harcèlement, d'un jeune qui vient sur scène, moi je vais être beaucoup dans des exemples, et qui décide de prendre le prénom d'un camarade qui a fait une tentative de suicide liée à un harcèlement. Et ce camarade est dans la salle. Et donc c'est intéressant parce que d'un coup, il vient, lui, pour jouer un personnage qui va effectivement aider Asma et Hatim, qui sont harcelés, et il choisit le prénom de son camarade. Et donc, quelque part, comme si il voulait aussi entretenir ce lien restant avec ce jeune et lui créer fictivement un nouveau lien qui serait ce personnage qui est en train de réussir à aider les autres. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que le théâtre nous permet ça. Le théâtre nous permet de s'inventer effectivement des histoires et de créer de nouveaux liens, d'être comme ça dans des récits de vie fictive. Et ça me paraît effectivement intéressant. Et un autre exemple dont je voulais vous parler par rapport à des groupes sociaux. On intervenait dans une prison avec Les Filoches, toujours la pièce dont je vous parlais tout à l'heure avec Muriel. Il y a un personnage qui s'appelle Michel qui, lui, en fait, se casse tous les week-ends pour essayer d'oublier ses problèmes. Il boit de l'alcool systématiquement, il noie son chagrin dans l'alcool. Et donc, on était dans cette prison, il y avait un groupe de détenus ensemble et un détenu tout seul qui avait été mis à l'isolement depuis un certain temps, qui était vraiment sur le côté, pas du tout avec le groupe, et c'était lié à des conflits très forts qu'il y avait eu entre eux. C'est pour ça qu'il était à l'isolement. Là, il sortait de l'isolement. D'un seul coup, ce jeune lève la main, vient sur scène jouer Michel, ce jeune qui se casse avec l'alcool. Il se met à côté de Muriel, et d'un coup, on a tout un temps non-verbal, simplement de se regarder, se prendre la main. On est dans une communication non-verbale. Et ensuite, il commence à parler de ce qu'il ressent, lui, en miroir à ce qu'elle ressent, elle. Et d'un coup, on entend dans la salle, du côté des gros caïds, là, ceux qui faisaient la loi, parce qu'on sent qu'il y a des enjeux de pouvoir. On entend un baiser et ensuite on entend un bébé. Et l'improvisation se termine là-dessus avec un applaudissement général, standing ovation. À ce moment-là, le lien entre le groupe et cette personne change définitivement. Et il est réintégré au groupe. Et effectivement, ça s'est vu après. D'un seul coup, le regard sur l'autre change complètement et le lien est totalement différent.